Donc, bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop dans votre postprandial endormi. Je vais essayer de vous garder réveillés. Ça va être ça mon défi. Je voulais regarder avec vous les données sur le dépistage du cancer du poumon pour que vous puissiez comprendre dans les prochaines minutes pourquoi c'est controversé le dépistage du cancer, c'est quoi les pour, les contre. Je voulais aussi vous parler, on parle beaucoup de chirurgie pulmonaire, mais dans les dernières années, il est arrivé la radiochirurgie, juste pour vous être sûr que tout le monde sait de quoi il s'agit, parce que c'est un nouveau traitement qui est prometteur également, surtout pour les patients qui ont des comorbidités qui ne peuvent pas aller en chirurgie. Et finalement, je voulais discuter avec vous du pronostic du cancer pulmonaire. Donc, pourquoi c'est important de faire le dépistage du cancer du poumon? Le cancer du poumon, quand on le regarde par rapport aux autres cancers, donc, c'est sûr que c'est lui qui occasionne le plus de décès. Quand on combine les cancers les plus fréquents, malgré tout ça, le cancer du poumon, c'est lui qui occasionne le plus de décès. Et pourquoi? En fait, c'est parce que ce cancer-là, il est diagnostiqué surtout dans des stades qui sont avancés, donc des stades métastatiques, contrairement aux autres cancers. Donc, on a beaucoup de place pour qu'on puisse diagnostiquer ces cancers-là plus tôt et espérer changer leur pronostic. Donc, c'est pour ça qu'on discute de cancer du poumon. S'il y en a qui sont un peu moins des fois au fait là, des données par rapport au dépistage du cancer du poumon au pays, pourquoi on en parle tant que ça dernièrement, c'est qu'en avril dernier, dans le fond, la Canadian Task Force, c'est les recommandations sur la prévention au Canada. Ils ont dit qu'il y avait une recommandation faible de faire du dépistage du cancer du poumon. Basé, dans le fond, sur les données d'une étude qu'on va regarder dans quelques minutes, chez les gens âgés de 55 à 74 ans, qui, dans le fond, sont à haut risque de cancer du poumon de par leurs antécédents tabagiques. Donc, c'est des gens qui ont fumé au moins 30 paquets années. Donc, on multiplie le nombre de paquets par jour par le nombre d'années. Donc, quelqu'un qui a fumé 2 paquets par jour pendant 15 ans a 30 paquets années. Quelqu'un qui a fumé 1 paquet par jour pendant 30 ans a aussi 30 paquets années. Puis on veut que ces gens-là aient arrêté de fumer dans les 15 dernières années pour considérer qu'ils sont encore à risque, là, parce qu'on sait que plus on avance avec nos anciens antécédents de tabac, plus le cancer du poumon diminue. Donc, je vais vous expliquer, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en est dans les prochaines diapos par rapport à la justification, dans le fond, de cette recommandation-là qui a été émise. Toute l'histoire commence avec l'étude du National Lung Cancer, le National Lung Screening Trial. C'est l'étude américaine, la seule, en fait, qu'on a qui justifie le dépistage du cancer du poumon. Cette étude-là, donc, elle a inclus les patients entre 55 et 74 ans, d'où les recommandations canadiennes de cet âge-là, des gens qui avaient plus que 30 paquets années de tabagisme et des fumeurs qui étaient toujours actifs ou des anciens fumeurs dans les 15 dernières années. Donc, vous comprenez que quand on a recommandé au Canada de faire le dépistage pour ces patients-là, c'est vraiment calqué sur l'étude américaine. Et on a voulu exclure dans cette étude-là les gens, dans le fond, qui pouvaient avoir des symptômes de cancer. Donc, on veut vraiment faire du dépistage. On ne veut pas faire un diagnostic de quelqu'un chez qui on suspecte un cancer. Donc, une perte de poids récente, des crachats de sang, des hémoptysies, des patients, dans le fond, qui ont eu une infection récente qui peuvent donner des faux positifs à leur scan. Ce n'étaient pas des patients qu'on voulait inclure dans l'étude, ou encore des patients qui étaient trop malades. Par exemple, des gens qui avaient de l'oxygène à la maison, on sait qu'ils ne pourraient pas tolérer avoir une chirurgie si on leur découvrait un cancer du poumon. Donc, ces patients-là, on les a exclus de l'étude. Cette étude-là, c'était vraiment une immense étude, plus de 50 000 patients dans 33 centres américains. Donc, c'est vraiment énorme. Et ce qu'on faisait, dans le fond, c'est qu'on leur faisait un CT scan qu'on dit low dose. Pourquoi low dose? C'est que normalement, un scan standard en termes de radiation, c'est 8 millisieverts. Un scan low dose, c'est 1,5. Donc, c'est à peu près le 5e de la radiation. C'est important quand on va parler des effets secondaires. On en a parlé, tout le monde en parle il y a quelques semaines, la radiation avec les scans. Donc, on veut minimiser la dose de radiation pour pas donner, dans le fond, d'augmenter le risque de cancer à long terme. Puis on l'a comparé avec la radiographie pulmonaire. On sait très bien que la radiographie pulmonaire, c'est pas un bon examen pour faire du dépistage, mais quand l'étude a été conçu. Il y avait encore un doute par rapport à ça. Donc, on sait avec une dernière étude qui a été, dont on a eu les données en 2011, qu'il n'y a vraiment aucune utilité de faire du dépistage avec les radiographies pulmonaires. Mais à ce moment-là, quand l'étude a été faite, on ne le savait pas encore officiellement. Là, on avait encore un mini-doute. Ce qu'on a fait pour ces patients-là, c'est qu'à chaque année, pendant 3 ans, donc première année, deuxième année, troisième année, on leur a fait un scan et on a pu comparer, dans le fond, la moitié des gens qui avaient un scan à l'autre moitié qui avait une radiographie pulmonaire.
Qu'est-ce qui arrive après 3 ans? On ne le sait pas. Donc ça fait partie, tantôt on va dire, c'est quoi les questions qu'on a encore en suspens, là. Donc on sait dans le fond que ces patients-là, il y a eu des scans pendant 3 ans, mais on ne sait pas après ce qu'on devrait faire. Est-ce qu'on devrait continuer à faire des scans annuellement ou non? Et on a voulu regarder la mortalité par cancer pulmonaire et la mortalité toute cause. Donc, qu'est-ce que ça dit? Bien, souvent, vous entendez des gens qui ont des dépistages de cancer du sein et disent, bon, là, on vient de me trouver quelque chose, il faut que je repasse un autre examen. Donc, c'est ce qu'on appelle des résultats positifs pour un examen de dépistage, mais la plupart du temps, comme vous le savez, ces résultats-là ne se traduiront pas nécessairement par un cancer. Donc, il va falloir faire d'autres examens supplémentaires. Finalement, on va savoir si c'est suspect ou non de cancer. Dans le dépistage du cancer du poumon, malheureusement, on a vraiment un taux très élevé de faux positifs. Donc, si vous voyez autant dans le groupe de scan que dans le groupe de radiographie, on a 95 % de risque de faux positifs. Ça veut dire que le patient se fait appeler après son scan, donc un quart des patients pour les scans, puis 7 % des patients avec la radiographie. Puis de tous ces patients-là qui se font appeler, donc 95 % du temps, c'est quelque chose, dans le fond, qui ne sera pas cancéreux. Donc, il y a beaucoup d'anxiété qui est générée avec les résultats des examens. Il faut en être conscient. Qu'est-ce qu'on considère comme un test positif? Bien, c'est justement ça qui fait qu'on a autant de tests positifs. Donc, dans le groupe de scan, on a un patient sur 4. C'est qu'on incluait tout micronodule de 4 mm ou plus. Donc, on se rappelle que pour que ce soit suspect de cancer, un micronodule, il faut que ça soit au moins 8-9 mm. C'est sûr qu'un nodule ou une masse, à ce moment-là, c'est très suspect de cancer. Mais s'il y avait une adénopathie ou un petit épanchement pleural aussi, on considérait que c'était un test qui était positif. Mais comme je vous ai dit tantôt, dans le groupe de scan, 95 % du temps, ce n'était pas un cancer. Et on a eu une très bonne adhérence à l'étude. Donc, 95 % des patients dans le groupe de scan puis 93 % dans le groupe radiographie ont fait leur examen comme prévu. Ça, c'est tout un défi. Quand on regarde les dépistages du cancer du sein ou du cancer du côlon ou le cancer du col, d'arriver à atteindre un taux d'adhérence aussi élevé que ça, c'est particulièrement difficile. Donc, moi, j'aime bien cette diapo-là parce que ça permet de faire dire ce qu'on veut, en fait. Donc, je vous l'explique. Si on regarde globalement, l'étude, dans le fond, ce qu'elle démontre, c'est une diminution de mortalité par cancer du poumon de 20 % et une diminution de mortalité de toute cause de 7 %. C'est la première étude de dépistage. Le cancer du sein, le cancer du côlon n'ont pas démontré de diminution de mortalité toute cause. C'est vraiment la première fois qu'on arrive à démontrer une diminution de mortalité toute cause. Donc, c'est super impressionnant quand on regarde ces données-là. En contrepartie, quand on regarde de l'autre côté, combien de patients est-ce qu'il faut dépister pour sauver un décès? Bien, il faut en dépister 320 patients. Donc, ça a l'air beaucoup pour les gens qui ne sont pas habitués de voir des données sur le dépistage. Je vois des gens qui ont chaud dans la salle. Donc, ça a l'air beaucoup, mais en fait, ça se compare très bien aux autres cancers qui sont dépistés. Puis même, c'est un chiffre qui est relativement bas par rapport à d'autres dépistages de cancers actuellement. Donc, ces patients-là, l'avantage, en fait, dans le groupe de scan, c'est que la majorité était dépistée lors des scans, tandis que dans le groupe de radiographie, on avait beaucoup moins de cancers qui étaient dépistés par la radiographie, ce qui est normal et ce qui est attendu, évidemment. Les causes de décès, ce qu'on a pu, dans le fond, diminuer, c'est vraiment de changer avec le scan, c'est vraiment la diminution de mortalité par cancer du poumon. Donc, l'étude est vraiment à ce niveau-là significative. C'est vraiment ce qu'on voulait aller chercher. Puis, la diminution aussi de mortalité toute cause, ça nous dit aussi que c'est pas délétère ce qu'on est en train de faire là, comme procédure. Ce qu'il faut bien savoir dans un des petits bémols, c'est qu'au niveau de la mortalité et de la chirurgie, dans cette étude-là, on avait 1 % de mortalité de chirurgie, alors que dans la population en général, quand on fait des chirurgies de cancer du poumon, on a environ 3 à 5 % de mortalité. Donc, ces chiffres-là sont très importants à regarder quand on veut, dans le fond, généraliser les résultats de l'étude. Il faut s'assurer que notre taux de mortalité chirurgicale est raisonnable parce que sinon, si on essaie, dans le fond, de répliquer cette étude-là dans la vraie vie, dans la population québécoise, puis nos patients décèdent plus que le taux de mortalité chirurgicale dans l'étude, mais on n'aura pas les mêmes bénéfices au niveau de la réduction de mortalité. Donc ça, c'est un point très important à regarder. L'autre point bien important, c'est est-ce que le fait que les patients soient dans une étude de dépistage, est-ce qu'on change quelque chose au niveau de leur tabac? Il y en a qui pourraient dire, bien, les patients sont dans une étude de dépistage, ça va au contraire les démotiver de vouloir arrêter de fumer parce qu'ils vont se sentir en sécurité d'être dans un protocole. Bien, en fait, non, ça n'a pas cet effet-là. Puis ce qui est rassurant, c'est que c'est dans les deux groupes. Donc, on arrive à augmenter de 24 à 37 %. Donc, en 5 ans, on augmente de 13 % le pourcentage d'ex-fumeurs
sans égard au groupe, que ce soit le groupe radiologie ou le groupe CT scan. Donc ça, dans toutes les autres études de dépistage de cancer du poumon, c'est relativement les mêmes chiffres. On arrive à arrêter plus de gens et puis c'est dans les deux groupes. Donc il n'y a pas d'effet délétère des patients qui seraient dans le groupe du scan en se disant, bien, je continue de fumer. Je suis protégée par mon dépistage. Donc, ça, c'est très bien. Et il faut toujours se rappeler que le dépistage du cancer du poumon, il faut que ce soit associé avec un programme d'arrêt tabagique dans le programme de dépistage. Pourquoi? Parce que quand ça fait 7 ans qu'on a arrêté de fumer, on a la même diminution de mortalité qu'on a retrouvée dans l'étude de dépistage. Donc, on a, après 7 ans d'arrêt tabagique, une diminution de 20 de notre mortalité par cancer du poumon. Donc, c'est très, très, très important d'arrêter de fumer. Et si, dans le fond, le dépistage du cancer du poumon arrive à faire arrêter beaucoup de patients, c'est vraiment un bénéfice très important et ça permet d'améliorer le coût efficacité là, du dépistage du cancer du poumon. Est-ce que maintenant, une autre question qu'on pourrait se demander, est-ce qu'au niveau de l'anxiété, ces patients-là vont être stressés d'avoir des tests, comme on a vu 95 de faux positifs chez les 25 qui vont être rappelés? Bien, c'est sûr que quand on a regardé une autre des grosses études, le fait d'avoir un résultat temporairement, là, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, entre guillemets, c'est sûr que ça génère une anxiété, mais une anxiété qui est temporaire puis qui n'est pas délétère au bout de tout ça. Donc ça, c'est une des études, mais en général, la majorité des études, pour le peu d'informations qu'on a sur le sujet, c'était pas délétère au niveau de l'anxiété ou du stress psychologique pour les patients. Les autres bémols ou les autres interrogations que le dépistage du cancer suscite, c'est est-ce qu'on a, dans le fond, du surdiagnostic? Ça, c'est une question qui dans le fond, se pose plus dans le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, on sait que c'est un cancer qui, souvent, même si on le diagnostique, les gens ne mourront pas de leur cancer de la prostate. Le cancer du poumon, c'est quand même rare, mais on a malgré tout un 10 à 20 de surdiagnostic là, de gens qui vont se faire diagnostiquer un cancer du poumon puis en décéderont pas. Donc, il faut faire attention quand on inscrit les gens dans le programme de dépistage, de s'assurer qu'ils n'ont pas de comorbidité qui font qu'ils ne seront pas capables d'aller avoir une chirurgie thoracique si on leur découvre un cancer. L'autre grande question, c'est quoi les effets de la radiation? Donc, un scan, on l'a vu, c'est un scan low dose qu'on a fait dans le protocole, donc 1,5 au lieu de 8, un scan standard en termes de dose. Mais c'est sûr que cumulativement, là, dans le protocole, c'était 3 années de suite, mais il y en a après ça certains groupes qui ont dit oui, mais une fois que le patient de 55 ans, on l'a commencé, on va le faire pendant les 20 prochaines années. Donc ça, c'est sûr que c'est une question qui reste. Probablement que c'est quand même négligeable, que le bénéfice de ces patients-là est supérieur à avoir un dépistage du cancer du poumon, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à la population qu'on inscrit dans l'étude de dépistage pour s'assurer que son risque de cancer du poumon est réel. Et on découvre aussi toutes sortes d'autres anomalies. Un scan, on le sait, hein, on voit la thyroïde, on voit toutes sortes d'autres organes, on voit le foie, on peut voir une partie des reins, on peut découvrir donc des kystes au niveau du foie, on peut découvrir des anomalies au niveau de la thyroïde, on peut découvrir un anévrisme au niveau de l'aorte. Donc, on découvre toutes sortes d'autres anomalies. On en découvre plusieurs, mais des anomalies cliniquement significatives, c'est environ, dépendamment des études, entre 2 et 7 là, des patients qui vont être dépistés par scan. Une des choses importantes à regarder au niveau du dépistage du cancer, c'est quoi le risque de cancer. Les 2 principaux facteurs de risque, c'est l'âge et la quantité de tabac. Donc, plus on avance en âge, plus on est à risque de faire un cancer et plus on a fumé, plus on est à risque de cancer. Est-ce que 30 paquets année, donc 30 ans, un paquet par jour, équivaut à 15 ans, 2 paquets par jour? La réponse, c'est non. Donc, ce tableau-là a l'air très compliqué, mais c'est juste, dans le fond, pour vous faire réaliser la même chose. Donc, quelqu'un qui aurait fumé pendant 50 ans, qui est un fumeur actif, a 11 de risque de cancer du poumon versus quelqu'un qui aurait fumé, dans le fond, 25 ans, 2 paquets par jour, a 3 Donc, c'est sûr que le risque est vraiment différent. Plus on a fumé longtemps, plus le risque est important. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Si on dit, on inclut les patients qui ont 30 paquets année, bien, plus les gens ont fumé longtemps, plus le risque de cancer est important pour le même nombre de paquets année. Donc, ça, c'est à prendre en considération quand on veut décider si on inclut les patients. Une des façons individuelles de le calculer pour les patients, c'est des algorithmes comme ça où les patients rentrent leur âge, combien d'années ils ont fumé, combien de cigarettes ils ont fumé par jour, est-ce qu'ils fument encore ou non, parce qu'on l'a vu tantôt, après 7 ans, on diminue notre mortalité de la même façon qu'avec un dépistage de cancer du poumon par scan. Et il y a certains algorithmes même qui incluent l'exposition à l'amiante. Puis là, en fait, on peut voir, tantôt on disait globalement pour la population, ça prend 320 patients à dépister pour sauver un cancer.
cancer, bien, ce patient-là, il est plus à risque parce qu'il a fumé pendant 40 ans. Donc, lui, ça prend, dans le fond, 214 patients à dépister pour sauver un décès par cancer du poumon. Donc, c'est ça, c'est tout, dans le fond, des façons qui sont faites pour essayer d'aider les patients à prendre leur décision, à savoir s'ils vont accepter ou non de faire le dépistage du cancer du poumon. L'autre façon aussi, moi, que je trouve plus facile pour les patients à comprendre, c'est de regarder leur risque pour les prochains 6 ans. Dans l'étude du National Lung Screening Trial, on sait que leur risque globalement, pour toute l'étude, était 1,6 1,6 dans les prochains 6 ans. Puis, on diminuait à 1,3 si on faisait le dépistage. Donc, ce patient-là arrivait, lui, à un risque, par exemple, de 4 Donc, lui, il était vraiment plus à risque que le 1,66. Donc, pour lui, on voyait qu'il tombait dans la zone rouge. Donc, c'était plus facile de lui recommander de faire un dépistage du cancer du poumon. Ça, je trouve ça plus imagé pour le patient. Puis, une autre façon qu'on a mis dans ce site-là, c'est les bénéfices. Dans le fond, on va sauver 8 patients d'un décès de cancer du poumon sur 1000 en les inscrivant dans le dépistage du cancer du poumon. Donc, ça, c'est des façons, dans le fond, pour aider le patient à décider si oui, lui, est-ce qu'il veut, dans le fond, entrer dans un programme de dépistage ou s'il préfère, dans le fond, ne pas faire de programme de dépistage. Donc, il faut vraiment individualiser la question avec chaque patient. Parce que c'est sûr, comme je vous ai dit tantôt, il y a des questions au niveau des effets plus délétères. Là, dans le fond, si on dépiste des gens qui sont moins à risque de cancer, on découvre des trouvailles fortuites qui n'étaient pas nécessairement significatives, l'anxiété, les effets de la radiation. Donc, un des bémols, dans le fond, du dépistage, c'est qu'on n'inclut pas les autres facteurs de risque. C'est quoi les autres facteurs de risque de cancer du poumon? On sait que 90% des cancers sont liés à la cigarette, mais on sait que, dans le fond, pour les autres personnes, avoir un antécédent personnel ou un antécédent familial de cancer du poumon, ça augmente les risques. Une exposition au radon, ça augmente les risques. Être exposé à l'amiante et à la silice, donc l'amiante, c'est sans égard au fait d'avoir une amiantose. La silice, c'est quand on a une silicose. Le tabagisme passif, bien, c'est un risque relatif de 1,2, donc ça augmente à peu près 20 Mais c'est sûr que des non-fumeurs ont un risque tellement bas que ça ne vaut pas la peine de dépister, dans le fond, des gens qui ont juste une exposition à un tabagisme passif parce que leur risque de cancer est tellement bas qu'il faut en dépister une quantité presque astronomique là, pour réussir à sauver un décès par cancer du poumon. Mais c'est pour ça que les campagnes de santé publique ont été faites pour diminuer le tabagisme passif. Puis un autre des facteurs de risque, c'est la MPOC. La MPOC, sans égard à la quantité de tabac, probablement à cause des effets inflammatoires ou le VIH, même chose, ça augmente les risques de cancer du poumon. Donc ça, ce n'est pas inclus dans le dépistage, mais on aurait sûrement, dans le fond, des façons de raffiner les patients pour mieux les dépister et personnaliser, dans le fond, leur risque individuel de cancer. L'étude américaine, bien, c'est la première grosse étude qu'on a eue qui était positive. En fait, c'est une étude de 50 000 patients. Il y a eu plusieurs autres études. Là. Vous voyez les petits drapeaux qui ont été faites. Aucune autre des études avait autant de patients que l'étude américaine. Donc, c'est surtout des études européennes, comme vous pouvez voir. On attend impatiemment, j'ai mis Nelson, les résultats de l'étude Nelson, qui est l'autre grosse étude européenne, 15 000 patients, qu'on a randomisé cette fois-ci à scan versus rien du tout, parce que c'est ça maintenant la pratique. Puis on devrait avoir les résultats au prochain congrès mondial de cancer du poumon là, en décembre à Vienne. Les rumeurs disent que les résultats ne sont pas nécessairement positifs là, favorables pour le dépistage, mais on n'a pas les données de publier. Puis on a plusieurs autres petites études qui n'avaient pas nécessairement la puissance statistique, mais qui n'ont pas démontré d'effet bénéfique au niveau de la réduction de mortalité. Puis il y a une dernière étude en bas, une étude dans l'Angleterre qui inclut, dans le fond, 30 000 patients, mais qui a commencé juste en 2012. Fait que ça, on va avoir là encore plus de données sur les dépistages du cancer du poumon. Donc, avec tout ce que je vous ai dit, malgré les bémols du dépistage du cancer du poumon, la majorité, dans le fond, des sociétés ont accueilli favorablement le dépistage du cancer du poumon. Je pense qu'il faut retenir que c'est une recommandation qui est faible en général, mais au niveau américain, depuis l'année dernière, Medicare, qui est leur équivalent de RAMQ, ou les assurances privées, là, le United States Preventive Services Task Force, rembourse le dépistage de cancer du poumon aux patients qui correspondent aux critères de l'étude du National Lung Screening Trial.
Qu'est-ce qu'on fait au Québec maintenant? C'est la question qui s'en vient. Il y a un groupe, donc, depuis l'année dernière qui se penche sur cette question-là. Ce qu'on trouve important au niveau du dépistage du cancer du poumon, c'est que le dépistage soit encadré. Parce que au niveau de la radiologie, comme on vous a dit, il y a tellement de faux positifs. Il faut que tous ces examens-là, dans le fond, soient analysés de la bonne façon, que le rapport de l'examen soit bien fait, que le suivi radiologique soit recommandé en temps opportun. Il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard non plus pour ne pas manquer de cancer. Il faut que le patient soit bien informé des résultats des examens. Comme il y a beaucoup de faux positifs, ça engendre de l'anxiété. Puis ça prend quelqu'un aussi qui va faire le suivi de tous ces résultats-là anormaux. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'au Québec, on se penche sur la question. La question a été remise là, à l'INES pour voir au niveau coût-efficacité qu'est-ce qu'il y en est. Mais si on fait un programme, on ne veut pas que ça soit que n'importe quel patient puisse aller voir son médecin puis dise, moi, je veux un scan pour me faire dépister un cancer, sans qu'on ait eu une discussion éclairée sur c'est quoi les risques de cancer pour ce patient-là en fonction de son âge, en fonction de sa quantité de tabac, en fonction de depuis combien de temps il a arrêté de fumer, en fonction de ses autres facteurs de risque de cancer du poumon. Donc, ça prend vraiment un programme qui est encadré pour qu'on puisse regarder tout ça. Puis ensuite, référer le patient en chirurgie s'il y a lieu. Donc ça, c'est la première chose, je pense, pour qu'un programme de dépistage québécois fonctionne, c'est d'offrir un programme encadré. Puis c'est ça sur quoi on s'en va, là, mais on attend les résultats de Nelson pour prendre une décision éclairée. L'autre grosse question, c'est est-ce qu'au niveau du coût, c'est coût efficace là, de faire un dépistage de cancer du poumon? Bien, c'est sûr que dépendamment de qu'est-ce qu'on regarde comme critères, on peut arriver vraiment à des résultats très différents. Donc, c'est pour ça, tantôt, que je vous disais, plus les gens ont fumé, plus ils sont à risque de cancer du poumon. Donc, ça serait facile, dans le fond, en enlevant 20 des patients les moins à risque dans l'étude américaine. Ces patients-là, ils font en screener comme 5 000 pour sauver un décès de cancer du poumon. Donc, il y a des façons de jouer au niveau des critères d'accessibilité pour rendre le programme plus efficace là, au niveau des sous que le système de la santé va injecter. Donc, c'est sûr que ça a l'air très cher là, comme coût, le dépistage, mais c'est un meilleur rapport coût-efficacité que le cancer du col ou le cancer du sein. Donc, les gens sont toujours surpris d'entendre ça. C'est similaire au cancer colorectal. Donc, c'est sûr qu'au niveau du tabac, il y a une espèce de négativisme là, dans la population qui fait que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus controversé. Mais au niveau du rapport coût-efficacité, même si on voit que ça coûte très cher, là, le rapport est similaire ou supérieur aux autres dépistages de cancer qui se font actuellement. Et c'est sûr, comme je vous disais, si on réussit à arrêter les gens de fumer, au niveau du ratio coût-efficacité, on augmente de beaucoup dans le fond, l'efficacité là, du programme, puis on les améliore aussi, pas juste pour le cancer du poumon, mais toutes les autres maladies cardiovasculaires. Donc, voilà. Fait que là, je vous ai parlé du dépistage du cancer du poumon. C'est toujours, dans le fond, en s'assurant que les patients soient candidats à une chirurgie. Qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années, juste parce que peut-être que certains d'entre vous sont moins familiers, c'est la radiochirurgie pulmonaire. Donc, la radiochirurgie pulmonaire, c'est de la radiothérapie qui, au lieu d'être le classique là, 60 grés de dose en 30 jours, 30 fractions, c'est une haute dose, mais dans un nombre limité de fractions. Donc, on va donner la même dose, mais on va le donner en 3 à 5 jours. C'est qui les patients qui sont candidats? C'est des patients qui ont juste un cancer dans leur poumon, mais qui n'ont pas, dans le fond, de ganglions atteints, et des patients, dans le fond, qui ont des atteintes de tests de fonction respiratoire, donc une MPOC, par exemple, ou une fibrose, ou d'autres comorbidités qui font qu'on ne peut pas les envoyer voir le chirurgien. Donc ça a changé notre pratique dans le sens où on a beaucoup de patients MPOC, par exemple, qui développaient des nodules pulmonaires. On n'est pas capable de les envoyer voir le chirurgien parce qu'ils sont déjà trop malades, ou un patient avec de multiples comorbidités cardiaques, rénales. Le risque de chirurgie était trop élevé. Donc ça a changé notre pratique dans les dernières années, là, énormément. Les données, là, c'est depuis environ 5 ans que ça a sorti, mais on a des contrôles locaux qui sont presque similaire aux résultats de la chirurgie thoracique. Donc, c'est très prometteur là, au niveau de la radiochirurgie. Puis, comme je vous ai dit tantôt, c'est des nombres de fractions qui sont beaucoup moindres. Les patients étaient découragés. Souvent, les patients avec multiples comorbidités, 30 traitements de radiothérapie, ils trouvaient ça très long. Mais là, c'est entre 3 et 5 traitements. Donc, c'est beaucoup plus court là, pour ces patients-là. Donc, je vous ai mis une espèce d'idée là, de qu'est-ce que ça donnait au niveau de l'image. Donc, on avait une masse ici. On traite le patient en radiochirurgie, puis il reste une séquelle là, au niveau du poumon. Donc, c'est sûr que le principal défi de la radiochirurgie, c'est de savoir est-ce que le cancer est vraiment guéri ou s'il y a un risque de récidive. Ça, au niveau du suivi radiologique, c'est quelque chose qui est quand même plus difficile là, pour nous.
Est-ce que ça va remplacer la chirurgie? C'était une question qu'on avait il y a quelques années. On se disait, dans le fond, il y a des études en cours pour comparer la radiochirurgie avec la chirurgie conventionnelle. Malheureusement, toutes ces études-là ont été fermées pour faible recrutement. On n'aura donc probablement jamais officiellement la réponse. Donc, on réserve actuellement la radiochirurgie pour des candidats qui sont non chirurgicales ou des patients qui ne veulent pas être opérés. Là, souvent, c'est par choix personnel. Et puis, on peut l'utiliser aussi pour les patients qui ont des métastases pulmonaires de d'autres cancers s'ils ne sont pas des candidats chirurgicaux également. Donc, la radiothérapie conventionnelle, si vous vous rappelez, donc c'est des radiothérapies qui sont beaucoup plus longues en termes de durée de traitement et qui, malheureusement, souvent à cause des comorbidités, ne démontraient pas de changement de la survie à 5 ans. Donc, d'être capable d'offrir une radiochirurgie à un patient, c'est beaucoup plus bénéfique qu'une radiothérapie conventionnelle. C'est pour ça que, dans le fond, ça a vraiment changé là, la pratique dans les dernières années. Dernier petit point au niveau du, j'en ai pour 2 minutes, au niveau du pronostic du cancer du poumon, bien, on disait tantôt, la majorité des cancers du poumon sont localisés à des stades avancés, donc un stade métastatique, un stade 4. Un stade 1 et 2, c'est un patient qui peut se faire opérer par le chirurgien. Un stade 1, il n'y a pas de ganglion d'atteint. Un stade 2, il y a des ganglions d'atteint, mais c'est encore jusqu'au niveau du IL, donc c'est résécable. Un stade 3, les ganglions sont au niveau du médiastin, donc la grande majorité des patients-là, de ces patients-là ne sont pas opérables, mais ils vont pouvoir être traités par chimio-radiothérapie concomitante. On m'avait demandé de parler de pronostic. Donc, au niveau du cancer du poumon, même un petit cancer du poumon, là, ça, c'est inférieur à 3 cm, on n'a pas, dans le fond, une survie à 5 ans qui est de 90 % là, comme les cancers du sein. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de place au niveau du cancer du poumon pour améliorer dans le fond, le taux de guérison de ces patients-là. Donc, des stades 1A à 2B, c'est la majorité des patients qui vont en chirurgie. Donc, encore là, ce n'est pas des taux de guérison qui sont exceptionnels. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mon collègue hémato-oncologue suivra pour la partie traitement. Les patients qui s'en vont en chimio-radio pour des stades 3A ou des stades 3B, on a quand même certains patients qui sont guéris. Des fois, les gens disent « Ah, ben il y a eu de la chimio-radio, il ne peut pas être opéré, c'est sûr qu'il ne sera pas guéri. » Mais non, ça, c'est peut-être un petit message que j'avais à passer. Puis malheureusement, un stade métastatique, c'est des patients qui vont vivre 1 an, 2 ans, des fois 3 ans, mais en général, ne se rendront pas à plusieurs années pour la majorité d'entre eux. Puis les cancers à petites cellules, souvent les gens disent cancer à petites cellules, c'est sûr que le patient n'est pas guéri, mais certains patients qui sont avec des stades limités, donc qui vont avoir un traitement de chimio et de radiothérapie, il y en a quand même un pourcentage petit, mais quand même de patients qui vont être guéris. Donc, au niveau, dans le fond, du pronostic, la récidive, c'est surtout les 2 premières années après le traitement. On considère, comme je vous disais tantôt, qu'on est guéri 5 ans après le traitement. Puis la survie médiane des stades 3, donc les patients qui vont être traités avec de la chimio-radio, c'est en général en haut de 2 ans. Puis pour les stades 4, c'est en général en bas d'1 an, mais il y en a quand même un pourcentage là, qui va faire plus de 2 ans. Donc, en conclusion, j'espère que j'ai réussi à vous démontrer qu'au niveau du dépistage du cancer du poumon, la littérature est favorable, mais encore là, c'est basé sur une étude, puis il y a de multiples questions qui nous restent, tant au niveau de la radiation, du nombre d'années de dépistage qu'on doit faire, du nombre des patients qu'on doit vraiment inclure là, dans le dépistage, donc l'anxiété qui peut être générée là, par nos examens multiples. Donc ça, c'est ce que je voulais que vous reteniez du dépistage du cancer du poumon. Au niveau de la radiochirurgie, c'est un nouveau traitement prometteur pour des candidats qui sont non chirurgicaux. Ça fait déjà plusieurs années là, qu'on les traite avec de la radiochirurgie, les patients. Et au niveau du pronostic, bien, il y a vraiment un énorme impact au niveau du stade, là, dépendamment du stade du patient, au niveau du taux de survie. Voilà.